C'est un grand voyage en Afrique de l'Ouest auquel vous convie Culture Actu aujourd'hui. En effet, l'actualité nous conduit à penser de plus en plus nos sociétés différemment pour créer de nouvelles harmonies entre nature et culture, et l'écologie est un défi de notre monde. Pour nous en parler, Culture Actu a choisi de rencontrer Damien Deville, qui est docteur en géographie et anthropologue de la nature. Il est cofondateur et coprésident de l'association Archipel des Alizés, dont l'objectif est de mettre ou de remettre les territoires au cœur de nos vies en créant des liens. En publiant L'homme qui arrêta le désert aux éditions Tana, il nous entraîne au cœur du Burkina Faso et va vous faire découvrir le parcours de vie de Yacouba Sawadogo, un homme qui a réussi à stopper le désert en créant une forêt de 40 hectares aux portes de son village de Gourga. Damien Deville, bonjour. Bonjour. Alors, avant de nous parler de Yacouba Sawadogo, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots du Burkina Faso qui actuellement vit des moments un peu difficiles. Et j'aimerais savoir ce qui vous a marqué la première fois où vous êtes allé à la rencontre de ce pays. C'est une bonne question, merci Marianne pour ça. Alors moi j'ai rencontré d'abord l'Afrique par une autre rencontre, la rencontre d'une femme qui deviendra un peu plus tard mon épouse, que j'ai rencontrée à Paris. Et lors de son premier emploi, en fait, elle a dû séjourner à Abidjan, en Côte d'Ivoire, donc pays frère du Burkina Faso. On venait tout juste de se mettre en couple et pour donner une chance à notre couple, il fallait prendre une décision. Je rentrais en thèse de doctorat à ce moment-là et je suis parti vivre avec elle d'abord à Abidjan et ensuite au Burkina Faso où nous sommes mariés suivant les traditions. Et c'est vrai que ce qui m'a marqué dans ces deux pays et plus particulièrement au Burkina Faso, à quel point c'est un pays pluriel déjà, qui est composé d'une mosaïque de territoires. On passe du Sahel, donc des portes du Sahara, au sud du pays, là où j'ai un pied-à-terre, là où vit ma belle famille, qui est une zone semi-tropicale, en passant par des savanes grandioses, par des étangs peuplés d'hippopotames, de populations qui sont bercées par la musique. Et puis c'était un pays qui a été bercé aussi par la grande histoire des Afriques. Le Burkina Faso a été habité par l'Empire Mossi, qui était un peuple de cavaliers, connu pour ne pas faire la guerre, mais savoir défendre les terres qu'ils chérissaient avec passion, tant et si bien qu'ils ont su résister aux deux monstres voisins, le grand empire du Mali à l'ouest et les grands rois du Niger à l'est. Le pays a évolué suivant un petit peu la danse des mondes contemporains, mais ce qui m'a marqué au Burkina, peut-être à la différence de la Côte d'Ivoire, c'est que le Burkina Faso a su préserver nombre de ses traditions. C'est un pays qui est resté extrêmement pluriel, qui a résisté, je crois, au plus grand mal des mondes contemporains, qui est l'uniformisation des mondes quelque part. On retrouve toujours une pluralité d'ethnies qui ont préservé leurs traditions, leur manière de faire habitat, leur manière de faire habiter. Il y a plus de 70 langues qui sont pratiquées au Burkina Faso. Et puis, il y a des méthodes de valorisation de cette diversité qui ont su se faire place finalement sur la scène contemporaine. En disant ça, je pense au FESPACO, par exemple, Festival international du cinéma africain au Burkina, au Festival de l'artisanat aussi à Ouagadougou, au grand festival musical de Bobo-Dioulasso qui fait venir des joueurs de tambour de toute l'Afrique. Bref, c'est un pays qui a toujours été berceau au fond de la culture ouest-africaine. Et puis bon, comme vous l'avez dit, Marilyn, il y a aujourd'hui, le pays est rattrapé par certains chaos, notamment la crise djihadiste au nord, qui gagne du terrain. Et c'est ce qui m'a invité aussi à donner la parole à Yacouba Sawadogo, qui est lui source d'espoir quelque part. Le Burkina Faso, finalement, comme chaque autre lieu du monde, est bercé autant par des espoirs que par des chaos. Et ce qu'on peut espérer, c'est que les espoirs gagnent du terrain sur les chaos. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Yacouba Sawadogo? J'ai envie de dire, la signification de son nom est déjà prédestinée. Oui, alors déjà, il faut l'imaginer papy. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas avec moi ici pour la promotion du livre. On a hésité à le faire venir en France, mais ça l'aurait peut-être trop fatigué. Il a au moins 85 ans aujourd'hui. Il a la peau tannée, le dos un petit peu courbé aussi. C'est souvent le prix à payer pour une vie passée sous les hauts soleils des Afriques. Mais il a toujours le regard très malicieux et l'esprit agile. C'est d'ailleurs ce qui m'a marqué lorsque j'ai passé 2 semaines avec lui, à quel point il savait répondre de manière précise aux questions que je lui posais. Pas de manière très longue, c'est-à-dire que Yacouba fait des réponses très courtes, il est de peu de mots, mais chacun de ces mots sont gorgés de sens, gorgés de symboles, gorgés d'allégories, ce qui donne beaucoup plus de souffle et d'inspiration finalement aux mots qu'il livre. Et effectivement, alors Yacouba Sawadogo vient d'une grande lignée familiale. Vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des systèmes de parenté avec lesquels on rigole pas. C'est le cas des Sawadogo qui veulent dire faiseurs de pluie. En moré, qui est la langue des Mossi, l'ethnie majoritaire du Burkina Faso. Les Sawadogo, comme leur nom l'indique, étaient appelés aux 4 coins de l'empire Mossi
pour ramener la pluie lorsque la sécheresse se faisait trop longue, par des incantations, par des secrets dont eux seuls connaissent finalement les rythmes et les mots. Et effectivement, ils partaient du village dans lequel ils étaient appelés que lorsque la pluie était revenue, même si cela leur demandait de rester 2 à 3 ans dans ce village-là, quoi. Ils n'étaient pas mauvais en marketing. Et d'ailleurs, je fais un lien avec le livre. Vous savez, c'est des choses que j'essayais de savoir. Ça, quels sont les mots qu'on dit pour ramener les nuages? Quels sont les mots qu'on incante pour demander aux plantes de livrer leurs vertus médicinales? On y reviendra, mais Oui. Yakuba a planté une forêt qui soigne. Et Yakuba me les a jamais dit. C'est normal, parce que je ne suis moi-même pas un apprenti faiseur de pluie. Je ne suis moi-même pas un Sawadogo. Ça pouvait paraître frustrant lorsque j'ai échangé avec lui. Et aujourd'hui, je me dis qu'en fait, c'est très bien comme ça. Ça laisse des zones de mystère dans le livre, ça laisse des 3 petits points qui permettent à chacun de s'approprier finalement cette parole-là. Les silences ont toujours fait partie de la musique, quelque part. Absolument. Alors, on peut dire malgré tout qu'au-delà de son nom prédestiné, j'ai l'impression qu'il y a deux maîtres mots qui semblent diriger la vie de Yakuba. Il y a l'observation et il y a l'écoute. Quand je parle d'observation, c'est de son père qui cultive le millet, le sorgho, et puis l'écoute, l'écoute des anciens, mais aussi de la nature. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Oui, c'est ce qui m'a marqué moi en rencontrant Yakuba, c'est à quel point sa forêt a réconcilié différentes formes de savoir. Des savoirs d'agronomie classique, dans le sens où il a amélioré ses techniques agricoles au fil du temps en s'inspirant de une meilleure gestion de l'eau, une meilleure gestion des sols, qu'on puise dans les savoirs agronomiques. Il a également puisé dans les savoirs traditionnels en réhabilitant et en améliorant une technique qu'on appelle la technique du Zai. Et puis, il a également été guidé par des savoirs spirituels. Yakuba est un enfant de l'islam, il a fait l'école coranique et toute sa vie il s'est recueilli et se recueille encore auprès de la parole des cheikhs. C'est d'ailleurs ces mêmes cheikhs qui l'ont invité à planter des arbres. Parce que quand Yakuba est retourné à la terre, il a commencé comme son papa par du céréal, jusqu'à ce qu'un cheikh lui dise texto, tu devrais planter des arbres, les arbres serviront autant ta génération que les générations futures, car les arbres sont nattés de patience. Je ferme les guillemets. Je trouvais la phrase très belle. Et ce qui lui a permis justement de réconcilier ces 3 types de savoirs, eh bien c'est la quête de l'altérité, d'abord. Toute sa vie, il est parti à la rencontre de l'autre, et c'est ces rencontres qui lui ont permis de diriger finalement les grands arbitrages de sa vie. Il est allé voir les Dogons du Mali, duquel il a rapporté des techniques agricoles. Il est allé voir les planteurs de cacao en Côte d'Ivoire, desquels il a ramené semences et techniques de plantation aussi. Puis il a regardé son environnement, effectivement. Il a regardé son sol, tirant bénéfice finalement des cycles de l'eau, des cycles de l'azote, des mouvements des populations, des liens qu'il pouvait avoir avec les éleveurs nomades. Et je trouve que c'est un magnifique message parce que dans les mondes contemporains, on a tendance, y compris en écologie, à créer plus de murs que de ponts. Yakuba montre que c'est en faisant diversité qu'on construit finalement la résilience. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de la technique du Zai qui a permis la constitution de cette forêt. Oui, alors la technique du Zai, c'est une technique finalement qui était assez pratiquée dans les systèmes traditionnels ouest-africains qui demandait de creuser un trou de à peu près 40 cm de profondeur, d'y ramener un petit peu de matière organique et puis de mettre en fait les racines de l'arbre, de la jeune pousse, on recouvre à hauteur et puis l'arbre va pousser grâce à la matière organique qu'on met dans le sol. Cette technique a été abandonnée au fil du temps par des techniques jugées moins énergivores, moins coûteuses en main-d'œuvre, conformément voilà, à la modernisation des techniques agricoles dont l'Afrique de l'Ouest a pâti, je crois. Yakuba, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déjà remis cette technique au goût du jour, en se disant qu'elle était mieux adaptée aux catastrophes à venir, en l'occurrence aux grandes sécheresses, et puis il a amélioré cette technique, c'est-à-dire qu'il a déplacé la zone de plantation. Au lieu de planter au début de la saison des pluies, comme c'était fait traditionnellement, il a décidé de planter pendant la saison sèche, partant du principe que pendant la saison sèche, l'arbre allait pouvoir développer le début d'un système racinaire, certes timide, mais suffisant pour que lorsqu'arrive la saison des pluies, l'arbre peut vite pousser en hauteur, aller chercher le soleil, et vite dans les profondeurs, aller chercher les nutriments. Effectivement, il ne s'est pas trompé, puisque plus tard, des études ont montré que un arbre allait avoir sur l'année une croissance beaucoup plus fiable et beaucoup plus rapide en étant planté pendant la saison sèche qu'en étant planté au début de la saison des pluies. Il était pris pour un fou en décalant comme ça la technique Oui. du Zai. Aujourd'hui, il est pris pour le plus grand des professeurs. La forêt de Yakuba permet de soigner la terre et les cœurs. C'est vrai que la technique de Yakuba son regard sur la nature m'a fait penser un peu à l'homme qui plantait des arbres de Jean Giono dans un contexte complètement différent. Parce que la forêt, et vous le disiez, hein, c'est aussi le retour à la vie du village. Ce n'est pas que planter des arbres et des essences médicinales, hein, parce qu'il y a 90 essences médicinales, hein, si je ne me trompe pas. C'est aussi redonner vie aux gens.
Oui, tout à fait. En fait, Yacouba est retourné à la terre dans les années 80 lorsqu'il a vu le désert arriver dans son village. C'est un paysan qui lui a mis la puce à l'oreille en lui disant: «Écoute, Yacouba, mon cheptel s'amaigrit, mes récoltes diminuent, je crois qu'une catastrophe se prépare.» Et ce paysan avait prophétisé un petit peu l'avenir, parce que quelques mois après, effectivement, la pluie s'est fait tellement attendre que la plupart des familles sont parties du village, allant chercher dans les grandes villes voisines, finalement, les espoirs d'un renouveau. Yacouba a décidé de faire sens inverse. Sens inverse au point de fermer sa boutique qu'il avait ouverte dans la grande ville du coin, qui lui promettait un meilleur avenir, plus de richesse pécuniaire et financière. Donc il s'est mis à planter. Et 40 ans plus tard, effectivement, la vie est revenue. Les hérissons, la biche, les oiseaux sont revenus dans sa forêt. Autant d'animaux qui étaient partis vers des chemins d'exil lorsque la sécheresse était arrivée. Et puis son village, qui s'était très fortement dépeuplé, aujourd'hui revit complètement. On entend de nouveau les enfants jouer dans les rues, les forgerons teinter l'enclume, les sages du village faire la palabre, comme on dit, c'est-à-dire arbitrer les grandes décisions de la communauté. Sa forêt a permis de réconcilier finalement nature et culture, de remettre le village de Gourgard sur la carte quelque part. Alors on parlait des essences médicinales, c'est aussi, une ressource indispensable pour les soins dans ces régions qui sont souvent éloignées, des structures hospitalières ou, vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ces essences médicinales? Ils savaient qu'ils plantaient des essences médicinales ou est-ce que ou pas, en fait? Alors au début non, pas spécialement, et puis après il a décidé d'en faire une spécialité effectivement, motivé aussi par le fait que le statut de tradipraticien est valorisé au Burkina Faso. On peut avoir un diplôme d'État qui permet à certaines personnes de soigner par les plantes. Yacouba a ce diplôme. Et donc, il est amené à soigner des petits maux seulement, hein, qui peuvent être soignés par une bonne connaissance de la pharmacopée. Si la maladie se fait plus grave, et bien sûr, il a pour vocation à renvoyer les gens vers l'hôpital le plus proche. Si le Burkina Faso a développé ça, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, médecine traditionnelle et médecine moderne avaient de belles complémentarités, notamment dans les territoires les plus reculés où les grosses infrastructures mettent du temps effectivement à arriver. Et donc Yacouba effectivement a dédié sa forêt à ces soins-là, au point de planter jusqu'à 90 essences différentes, et au point aussi aujourd'hui de pratiquer des cérémonies qui sont plutôt de l'ordre de l'animisme. Je disais que tout à l'heure Yacouba était musulman, c'est vrai, mais on dit qu'en Afrique il y a 50% de catholiques, 50% de musulmans et 100% d'animistes. C'est vrai, des croyances issues des systèmes traditionnels africains avant l'arrivée de l'islam en Afrique de l'Ouest ont perduré, tant et si bien que Yacouba, avant d'extraire une écorce, une racine, une feuille à vertu médicinale, fait des incantations, fait une certaine cérémonie avec du lait notamment, sur une calebasse pour demander à l'arbre de livrer ses vertus. Des vertus qui pourront ensuite soigner les hommes. C'est à la fois poétique, j'ai envie de dire, et en même temps, ça montre une pluralité, en fait, des cultures, africaines qui ont pu rester, en fait, dans cette région. Tout à fait. C'est ce qu'il y a de beau, au fond, comment on fait dialoguer différentes formes de représentation du territoire pour en construire un monde finalement résilient. C'est vrai que dans nos nomenclatures occidentales, on a tendance à ne pas croire à ces incantations. En tant qu'anthropologue, mon rôle n'est pas de savoir, de légitimer, au fond, cette pratique ou pas, c'est juste de savoir comment elle crée des équilibres. C'est plutôt ça qui est important, et comment elle modèle des sociétés. Dans les sociétés animistes, donc des sociétés qui font de dialogue d'âme à âme entre humains et non humains, à l'instar du lait que Yacouba met au pied de ses arbres avant de récolter feuilles ou racines, eh bien, a tendance à créer des formes d'harmonie, des formes d'équilibre que nous avons perdues aussi dans les mondes occidentaux. Ces croyances animées, c'est le mobilier du monde, dit l'anthropologue Philippe Descola, et la manière dont on regarde ce mobilier guide la résilience des sociétés. Alors, votre ouvrage, c'est aussi pour les non-initiés de l'Afrique, la découverte d'un équilibre fragile. On se rencontre entre nature, culture, climat, tradition et modernité. On a l'impression un petit peu d'un puzzle qui tente de s'organiser, qui se désorganise, qui essaye de se réorganiser. On pourrait le définir comme ça? C'est très bien dit. Ouais, c'est la première fois qu'on fait cette métaphore, je crois, et je la trouve très belle. Merci pour ça, Marie-Hélène, c'est chouette. Oui, en fait, je crois que le Burkina Faso est un petit peu à la croisée des chemins. C'est un pays à la fois qui était un modèle de stabilité dans la sous-région, pas de stabilité politique. Le Burkina a toujours été un pays de coup d'État, Thomas Sankara ayant dirigé le pays par un coup d'État. Mais un pays de stabilité, en tout cas civile. Il n'y a jamais eu de guerre civile au Burkina Faso. Les populations ont su cultiver, au fond, les piliers de la paix entre elles. Et ça a toujours été le cas. Je parlais tout à l'heure de l'Empire Mossi. L'Empire Mossi n'a jamais eu un dirigeant souverain quelque part. L'Empire Mossi était fragmenté par différents territoires qui appartenaient à des rois pluriels, jaloux de leur pouvoir. Ces rois ne se sont jamais retrouvés derrière une bannière unique, mais ne se sont jamais fait la guerre non plus. Comme quoi,
pour faire unité, il n'y a pas forcément besoin de faire centralité. Ça, c'est un bel enseignement aussi pour les mondes contemporains, surtout pour la France, qui reste un pays très centralisé, quoi, malgré tout. Et puis, un peu plus récemment, vous savez que le Burkina Faso a été territoire d'expérimentation des grands semenciers agricoles. OGM, produits chimiques qui ont complètement détruit les structures paysannes et les paysages du Burkina Faso. Là où j'habite, au Burkina, c'était chemin de migration des éléphants de la Côte d'Ivoire ou Fouta de Jalon en Guinée. Aujourd'hui, on les voit plus du tout passer par le Burkina Faso, quelque part. Car la monoculture de canne à sucre, de coton, le braconnage aussi, les a invités à partir vers des chemins d'exil, quelque part. Et puis, les campagnes qui composaient le Burkina ont été sacrifiées aussi, et ça c'est un parallèle qu'on peut faire facilement avec la France, sur l'imaginaire du tout urbain. Au Burkina comme en France, on place les récits de l'émancipation dans les grandes villes au détriment des autres types de territoires. L'histoire de Yacouba montre que l'un et l'autre ne s'opposent pas. On peut construire une culture village tout en développant la ville. On peut construire des mosaïques paysagères tout en permettant le développement quelque part. Et je pense que c'est la grande invitation qui nous lance Yacouba. C'est des formes de réconciliation entre nature et culture, entre humain et non humain. J'irais même jusqu'à dire entre visible et invisible. Et c'est dans ces formes de réconciliation qu'on saura construire des mondes à la fois émancipateurs pour les humains et équilibrés pour les écosystèmes qui nous font vivre au quotidien. La grande question, ce sont les jeunes qui décident de partir ou de rester, qui ne savent pas trop quoi faire. Et puis, il y a aussi une forme de disparition de l'écoute de l'expérience des anciens. Oui, alors l'Afrique de l'Ouest est relativement préservée quant au lien aux aînés. Alors, en tout cas, quand on fait le parallèle avec la France est un pays vieillissant. Vous savez, Marina, on entend beaucoup dans les médias que l'avenir appartient à la jeunesse. C'est faux. La France va sur exactement la même trajectoire que le Japon. Natalité qui baisse, espérance de vie qui augmente, et donc devenir plutôt un pays vieillissant. C'est pas une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que vous et moi, on va vivre plus vieux, que nos enfants après nous vont vivre plus vieux. Par contre, ça nous demande de revoir énormément de choses. Et là, on a des inspirations qui peuvent nous venir d'Afrique de l'Ouest, puisque la maison de retraite, ça s'appelle la famille en Afrique de l'Ouest. Ce qu'il ne faut pas fantasmer, ça crée des injonctions, parfois à rester dans un village pour s'occuper de la maman ou du papa, alors qu'on a envie d'un ailleurs. Mais en tout cas, ça caractérise des sociétés qui savent prendre soin les uns des autres, quelque part. Et je pense que ce soin-là, au cœur des sociétés, sera l'un des outils de la résilience demain. Sur les jeunes, alors, moi je dirais plutôt que le refus des aînés, c'est plutôt effectivement de se dire que l'avenir n'appartient pas aux pays ouest africains et que l'avenir appartient encore moins aux villages des pays ouest africains. C'est-à-dire ils ne jurent que par la grande ville, notamment les grandes villes côtières. C'est-à-dire que l'espoir, il n'est même plus à Ouagadougou, la capitale du Burkina. L'espoir, il est à Abidjan, il est à Lagos, il est à Dakar. Les 3 grosses capitales d'Afrique de l'Ouest qui explosent aujourd'hui. Et puis, lorsque on arrive à Abidjan, c'est quand même à 800 km du village de Yacouba, et qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on avait préalablement pensé, et ben il reste qu'une seule porte de sortie, le rêve de l'Europe, quoi, quelque part. Or, je pense que les campagnes ouest africaines, et Yacouba le montre, ruissellent d'opportunités incroyables. Ruissellent même d'un fragment d'universel, pourrais-je dire, qui demande d'être remis en culture, remis en récit, remis au cœur des imaginaires et des politiques publiques, quoi. Donc je pense que les jeunes devraient apprendre, et c'est la même chose en France, à re-regarder la diversité qui les entoure, qu'il y a dans leur propre jardin, et essayer d'en reconstruire des projets d'entrepreneuriat et de développement. Ils feront peut-être beaucoup plus richesse, au fond, au sens large du terme. Pas forcément richesse financière, en restant chez eux plutôt qu'en partant vers l'inconnu, quoi. Alors, je parlais des anciens. Yacouba écoute aussi bien les anciens que la nature. Et vous dit même lors de votre rencontre, la forêt africaine parle. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu ces murmures de la forêt qui sont entendus, j'ai envie de dire un peu comme dans une symbolique de conte? Oui, alors le conte, c'est effectivement quelque chose de très important. Ça me paraît de faire un parallèle. Il y a un documentaire sur YouTube qui s'appelle The Man Who Stopped the Desert sur Yacouba Sawadogo. Et c'est marrant parce qu'il y a un chercheur occidental norvégien, je crois, qui a rencontré Yacouba, il est agronome. Et il utilise cette phrase au bout d'un moment dans le documentaire. Il dit si Yacouba avait été à l'école, sous-entendu l'école coloniale, ce qui était l'école coloniale à son époque, donc s'il savait lire et écrire, il serait devenu professeur. C'est très occidental comme manière de penser. Ouais. Parce que Yacouba a toujours été un professeur, a toujours transmis sa parole, mais l'a transmis différemment que par la culture écrite. Il l'a transmis par la culture orale, donc à la manière d'un conte quelque part. Et c'est d'ailleurs en voulant me rapprocher des structures orales ouest-africaines que j'ai essayé de penser ce livre finalement comme un immense conte. Et effectivement, dans la manière qu'a Yacouba de transmettre, eh ben, il fait appel à tout ce qui l'inspire, tout ce qui le modèle au quotidien. Toutes ces couleurs de la terre finalement dans lesquelles on évolue et qui guident un petit peu nos pas.
Et le principal personnage de la vie de Yacouba, c'est sa forêt. Et les arbres qui composent sa forêt. Donc effectivement, énormément de mots, énormément de sons, énormément d'allégories où ils sont inspirés par les arbres qu'il côtoie au quotidien, par les manières qu'il a de rêver sa forêt, qui est une forme de réinterprétation du monde, au fond, les rêves, des expériences vécues. Mais vous savez que dans les sociétés animistes, un rêve peut avoir une valeur prophétique. On en tire des enseignements pour construire un petit peu notre propre vie. Donc effectivement, quand Yacouba enseigne, il enseigne sa propre parole, inspiré à l'ombre de ses arbres, quelque part, inspiré par sa forêt, qui semble en tout cas parler. Et effectivement. La forêt, cette forêt qui parle. Alors vous évoquez également des travaux de Claude Lévi-Strauss et de Philippe Descola, dont il ressort de la compréhension de société un sentiment d'interdépendance les uns aux autres et au monde. Est-ce que vous pensez que la société actuelle soit en péril face à l'individualisme forcené et le manque de soins de l'autre? Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup du care, Oui. qu'on redécouvre. Oui, tout à fait. Le care fait partie de cette nouvelle littérature scientifique dans laquelle je manque également de tous ces courants qui essayent finalement de repenser la relation à l'autre, humain comme non humain. Je crois qu'effectivement, c'est la grande catastrophe un peu de nos récentes épopées. Ici en Occident, c'est d'en avoir oublié nos interdépendances quelque part, d'en avoir oublié que nous sommes tous vulnérables. C'est d'ailleurs un universel qu'on partage avec le non-humain, et que pour lutter contre cette vulnérabilité, on a besoin finalement d'une somme de relations, de nos parents qui nous aident à grandir, de nous alimenter, de l'arbre qui nous donne l'oxygène qu'on respire. Et puis pour évoluer intellectuellement aussi, on a besoin d'inspiration, on a besoin de livres, on a besoin d'un professeur qui nous guide ou de quelqu'un qui nous apprend au quotidien. On est en partie la somme des relations qui nous composent, dit autrement. Sauf que dans les politiques publiques, on a complètement oublié cela. On fait de la quête individuelle un drapeau de fierté plutôt que de l'accroissement des relations, un modèle de développement. Pourtant, c'est ce qu'on devrait faire. Et effectivement, ce qui n'empêche pas un sentiment de construction individuelle, au fond, et un sentiment de représentation individuelle, ce qui est mon cas avant d'être sartois, homme. Je suis Damien Deville avec mes propres goûts et mes propres envies quelque part. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces goûts et ces envies se construisent par des rencontres, se construisent par une certaine altérité, se construisent par un chemin de vie qui ne dépend pas que de nous, qui dépend également de l'autre quelque part. C'est cette mise en récit qu'on a mis finalement à l'ombre des modèles de développement et qu'il faut remettre au cœur pour faire face aux crises contemporaines. Et c'est ce que montrent effectivement magnifiquement les travaux des grands anthropologues. Ils montrent qu'on a besoin de structures relationnelles pour évoluer. C'est le grand mot de Claude Lévi-Strauss, les structures, le structuralisme, voilà. Et ça demande aussi un premier travail de description, y compris dans notre propre territoire, des interdépendances finalement qui nous composent, qu'on n'arrive plus à voir, qu'on n'arrive plus à mettre en mots, et comment de ces interdépendances on en fait de nouveaux projets de développement. Vous voyez que là, il y a de quoi occuper plusieurs générations de géographes et d'anthropologues, quoi. J'ai envie de dire, est-ce que c'est la prise de conscience que vous souhaitez insuffler au cœur de l'archipel des Alizés pour un vrai changement et un regard différent sur la société, la nature et les hommes? Oui, tout à fait. L'archipel des Alizés est né d'une volonté, celui de construire une société de la relation, plutôt à l'échelle des territoires. Pourquoi? Parce que c'est vraiment à l'échelle des territoires qu'on peut construire des relations quotidiennes, quelque part. Et s'enraciner, qui est souvent, pour paraphraser Simone Veil, le besoin le plus méconnu de l'âme. Quand je parle de s'enraciner, c'est pas tellement de se dire qu'on ne part plus d'un endroit, c'est d'avoir un endroit où on sait qu'on peut revenir. Et ça change tout, en termes de construction de relations, en termes de manière de prendre soin de son voisin, etc., quoi. Et donc l'archipel des Alizés a fait naître en fond une fédération d'associations, élus, chercheurs, qui se retrouvent autour de cet horizon commun. On avait pour vocation de mettre en récit cette société de la relation qu'on appelle de nos voeux, en travaillant des concepts, en travaillant l'image, en travaillant la poésie. Je crois que la poésie fait partie de la relation, car elle permet de faire briller des choses en l'âme et de mettre les gens en mouvement, quelque part. Et puis de construire des projets de terrain avec des gens qui auraient envie, des décideurs, qui auraient envie de s'inspirer de ces concepts pour construire leur politique publique ou pour construire la suite de leur entreprise, si c'est plutôt des décideurs issus du privé. On a bien fonctionné comme ça pendant 2 ans, c'était très chouette. On a profité aussi de la période du Covid pour une période de stimulation intellectuelle assez incroyable. Aujourd'hui, l'archipel essaye de se réinventer pour une perspective un peu plus entrepreneuriale. C'est vrai qu'on est sur un front très fort qui a motivé aussi notre création. C'est le monde de la relation, on évoquait le care tout à l'heure, ont été assez influents dans le milieu de la recherche, et le sont de plus en plus. Pourtant, il y a peu de structures citoyennes qui se disent directement reliées à cette école de pensée. Et nous, on voulait combler un peu ce déficit, au fond, dans les mondes citoyens français. Mais comme on est sur un front tellement nouveau que c'est une manière complètement différente de décrire la société, qu'on a tendance parfois à se confronter à des grilles d'évaluation, par exemple de projets ou de recherche de financement
dans lequel on rentre pas dans les cases, quoi. On sait même pas quoi cocher parce que la manière qu'il y a de cocher des cases sur quelle est la modalité de votre action, plutôt climatique, plutôt on sait pas quoi cocher, quoi. Parce qu'en fait, on est transversal à tout ça. J'allais dire qu'il y a une forme d'interdépendance de tous les éléments. Exactement, c'est une pensée horizontale, comme dirait Pablo Servigne, il dit ça, c'est-à-dire relier les éléments vers un horizon vraiment commun, quoi. Et du coup, par rapport à ça, on essaye de changer un peu de stratégie actuellement dans l'archipel des Alizés et de se réinventer un peu sous forme entrepreneuriale. Je ne sais pas si on réussira le pari parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs dans l'archipel, il y a plutôt des rêveurs, des chercheurs, des poètes, des écrivains, des journalistes, peu d'entrepreneurs, mais on va quand même essayer d'aller dans ce sens-là. Donc, l'archipel vit une métamorphose en ce moment qui est assez excitante, ouais. Mais des scientifiques aussi. Et des scientifiques, bien sûr. C'est-à-dire qu'on se base, bien sûr, sur les avancées des sciences humaines et sociales pour construire nos discours. On veut à la fois un discours poétique qui touche les cœurs et exigeant d'un point de vue scientifique. La science a opposé les deux, poésie et science. Moi, je crois, dans la lignée d'Hubert Reeves qui disait ça, qu'elles sont les deux faces d'une seule et même médaille, qu'elles sont tous les deux le même fragment, les deux fragments d'une même vérité, quelque part. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye aussi, par nos actions, de réconcilier. Damien Deville, je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous, Marielle. Je vous conseille donc vivement la lecture de L'homme qui arrêta le désert, signé Damien Deville, publié aux éditions Tana. Son écriture, riche en descriptions, en fait un ouvrage d'exception qui vous entraînera dans un ailleurs pour le meilleur.